Bonjour. L'apparition de la vaccination marque un tournant majeur de l'histoire mondiale. Sans doute l'un des plus lourdes conséquences pour la médecine et les sciences de la vie. Elle a transformé ces disciplines en un ensemble de principes se réclamant de la science, mais de moins en moins fondés sur un empirisme reproductible et méthodique. Elle prend sa source dans la variolisation, c'est-à-dire l'inoculation contre ce qu'on dit être la variole, avec une substance prélevée sur les pustules d'un sujet faiblement malade ou lui-même variolisé. Une pratique superstitieuse, marginale, importée de l'Empire ottoman, d'abord au Royaume-Uni, où elle a été testée sur des prisonniers et des enfants abandonnés en 1721. C'est un peu plus tard qu'elle a gagné la France. Les récits occidentaux affirmant que la variolisation était répandue ailleurs avant le XVIIIe siècle ne reposent sur aucune preuve. Seule en Chine, la pratique est attestée dans des textes plus anciens. Étant donné l'abondance de manuscrits médicaux du Moyen-Orient et de l'Inde, cette spécificité chinoise interroge. Tentons de la comprendre. On la trouve mentionnée pour la première fois, mais seulement en passant, dans un texte de 1549. C'est en 1627 qu'est apparue une description détaillée. Dans tous les cas, c'est dans le cadre du tout, littéralement maladie pustulaire. Dire, comme le fait le sinologue Joseph Needham, qu'il s'agit de la variole pose question. D'ailleurs, il reconnaît qu'aucune distinction n'est faite entre la maladie traduite par variole et d'autres affections éruptives. Selon le premier texte détaillé connu sur ce sujet, il s'agissait d'une maladie infantile liée à un empoisonnement du fœtus in utero, explication que l'on retrouvera plus tard en Europe. Ces textes datent du XIe siècle, voire pour l'un du VIIe, mais les textes invoqués sont des copies tardives, rendant ces datations incertaines. Était-ce la même maladie qu'en Europe? Peut-être. Rappelons que pour Claude Adrien Helvétius, au XVIIIe siècle, la maladie de bénigne était alors devenue plus grave, ce qui pourrait avoir été le cas en Chine aussi. En 1549, le terme utilisé est tian, signifiant simplement une éruption cutanée. En 1627, les pustules sont décrites comme graves, chuang. Le premier écrit moyen-oriental mentionnant une maladie infantile similaire, Jadari en arabe, date plus ou moins de la même époque. Plus précisément du
tournant du Xe siècle. Comme en Chine, elle semble suffisamment importante pour qu'un traité lui soit consacré. Celui du savant perse Al-Razi, connu pour son approche empirique. Là aussi, traduire Jadari par variole comme on le fait est contestable. D'autant plus que, selon lui, elle peut parfois toucher 2 fois, voire 3 fois la même personne. Pour lui, il s'agit d'une purification du sang entre l'enfance et l'âge adulte, concept qui influencera l'Europe après la traduction de son traité en latin en 1549. On dit que la variole était également connue en Inde. Mais à nouveau, dire que certaines maladies de la peau décrites dans le Sushruta Samhita y correspondent est beaucoup dire. En particulier, on traduit souvent le mazurika par variole. Or, à la différence du jadari et du tout, il n'est pas décrit comme étant limité aux enfants. Donc, on conclure qu'il s'agit de la même maladie, la variole, pose question. Par ailleurs, les symptômes courants donnés, boutons cuivrés et jaunâtres, sensation de brûlure, fièvre, douleur, restent génériques. Surtout, il est classé parmi les affections mineures. Comment expliquer l'attention portée en Chine et au Moyen-Orient sur une maladie essentiellement infantile et pas en Inde? Comme en Europe plus tard, la Chine et le Moyen-Orient, à partir du IXe siècle, ont connu une urbanisation massive et ses conséquences sanitaires, contrairement à l'Inde, expliquant peut-être cette différence. La Chine présente en outre une singularité, un usage précoce du charbon, avec une production en 850 équivalente à celle de l'Angleterre du XVIIIe siècle, lorsque la variole est devenue considérée comme la première cause de mortalité urbaine. Il se pourrait donc que la mortalité ait été particulièrement élevée en Chine. D'où peut-être une peur qui aurait favorisé l'acceptation d'une méthode illogique, introduire un poison dans un corps sain, en contradiction flagrante avec les principes d'harmonie dans ses pensées. La variolisation y était souvent entourée de rituels taoïstes, dont certains courants liaient depuis le IIe siècle maladie, péché et moralité. En Inde, la variolisation, attestée au XVIIIe siècle, mais sans preuve antérieure, relevait aussi du religieux. Les inoculateurs étaient des brahmanes, non des médecins.
L'absence de référence dans les traités médicaux indiens et moyen-orientaux suggère qu'il s'agissait bien d'une superstition sans fondement médical. Comme on l'a vu, dans de nombreuses traditions, les maladies cutanées étaient perçues comme des punitions divines. Se soumettre volontairement à un empoisonnement tout en étant en bonne santé revenait peut-être à satisfaire Dieu par un sacrifice pour éviter une punition plus grave. Par ailleurs, ces pratiques étaient dangereuses et donc probablement sans approbation médicale. En Chine, la méthode consistait à prélever le contenu liquide des pustules et à l'instiller dans le nez. Ailleurs, on plongeait une aiguille dans une pustule, puis la peau était piquée plusieurs fois en formant un cercle. Bien qu'on n'en ait pas de données, problèmes de santé, voire décès, devaient souvent s'ensuivre. L'inoculation allait à l'encontre des principes d'hygiène du Sushruta Samhita. C'est la variolisation turque, similaire à la technique indienne, qui a été introduite en Occident en 1717 par Lady Mary Wortley Montagu. Les médecins praticiens, fondés sur l'empirisme, s'y sont farouchement opposés. En 1722, William Wagstaff a dénoncé le danger et l'incertitude de l'inoculation. Les partisans se fondaient sur des statistiques présentant le bienfait pour la majorité et minimisant les risques sans analyser les causes de la maladie ni le bien fondé de la thérapie. Or, on a vu que les statistiques peuvent soutenir toute thèse désirée. Au siècle des Lumières, le culte de la raison, considéré pur, a occulté que logique sans base empirique peut être incompatible avec la réalité. Les soutiens étaient encyclopédistes comme Charles-Marie de la Condamine ou proches du pouvoir comme Helvétius, médecin ordinaire du roi. En Angleterre, ils étaient souvent membres de la Royal Society, dont l'appartenance implique l'aval des autorités. C'est dans ce contexte qu'Edward Jenner, sans formation spécifiquement médicale, mais après apprentissage auprès de chirurgiens, a inventé la vaccination. Il se peut que son enfance l'ait influencé. Fils d'un pasteur anglican, éduqué par des ecclésiastes, il avait été lui-même inoculé à l'âge de 8 ans. Bien que l'Église anglicane se soit initialement opposée à la variolisation, elle était donc
clairement soutenu par certains de ses membres. Rappelons que l'idée de contagion et d'une maladie comme punition divine vient des milieux religieux. Mais est-ce vraiment une invention? Elle consiste à inoculer non la matière de pustules de patients supposés avoir la variole, comme dans le cas de la variolisation, mais celle de patients supposés avoir la variole bovine, d'où vaccination vaca-vache. Or, les deux maladies sont visuellement indistinguables, alors la vaccination ne pouvait être différenciée de la variolisation et ressemble plutôt à un simple changement de nom donnant l'illusion d'une invention. En quelque sorte, il semblerait qu'une pratique religieuse d'autres cultures a été rendue acceptable en habillant d'un langage savant une superstition des laitières du Gloucestershire où Jenner habitait, selon laquelle la variole bovine protège de la variole. Quoi qu'il en soit, comme l'a rapporté le médecin Walter Hadwen, la présentation de cette superstition par Jenner à un cercle de médecins locaux dans les années 1770 avait suscité une hilarité générale. Les vétérinaires auraient pu lui citer des centaines de cas où la variole avait succédé à la variole bovine. Mais Jenner a malgré tout persisté, la variolisation étant essentiellement confinée aux élites et décriée par le reste de la population, on peut se demander s'il n'y avait pas une part d'ambition inavouée de la part de cet homme provincial moqué par les médecins sans qualification médicale véritable, ayant acheté son diplôme de médecin auprès de l'université de St. Andrews sans avoir jamais assisté à leurs cours. La mortalité chez les vaccinés était élevée. D'après une étude, les décès certifiés comme dus à la vaccination étaient bien plus nombreux que ceux dus à la variole. Pour Jenner, cette mortalité n'était pas due au vaccin, mais à une maladie qu'il a baptisée fausse variole bovine. Son fils aîné, sur lequel il a expérimenté, vacciné, puis inoculé à 18 mois, comme le rapporte son biographe John Barron, est mort à 21 ans de tuberculose. Bien qu'il soit impossible de déterminer si la vaccination a joué un rôle, il est tout aussi impossible d'affirmer le contraire. Ces décès auraient dû inciter à la réflexion. Tout comme avec la variolisation,
la défense de la vaccination s'est appuyée sur des statistiques et non sur des études scientifiques basées sur l'observation méthodique. D'après Alfred Wallace, biologiste et théoricien de l'évolution, ces statistiques étaient si erronées qu'elles doivent être rejetées en bloc. Erronées, ou est-ce tout simplement qu'on peut faire des études statistiques pour prouver tout et son contraire? D'après William Farr, l'un des fondateurs de la statistique médicale, les chiffres montreraient plutôt que la mortalité de la variole a atteint son maximum après l'introduction de l'inoculation et que la maladie avait commencé à devenir moins mortelle avant la découverte de la vaccination. La véritable raison de s'interroger sur la vaccination est que les preuves empiriques étaient loin d'être concluantes. Plusieurs médecins de l'époque ont tenté de reproduire en vain les expériences de Jenner avec du pu obtenu de la même ferme que Jenner ou directement de lui. La variole s'ensuivait systématiquement. Une réflexion de base aurait donc dû s'imposer. On aurait réalisé que la question même d'une inoculation est un non-sens, puisque la maladie elle-même restait mal définie. Ces travaux auraient peut-être sombré dans l'oubli si, dès 1802, l'État ne l'avait massivement financé. Dans un contexte où la gestion de la santé servait déjà des objectifs politiques. On voit avec cet épisode la médecine s'éloigner de ses traditions scientifiques. La voie était désormais ouverte à la thèse d'un unique agent causal et d'une contagion universelle, concept d'origine religieuse jamais démontré. La naissance du dogme microbien n'était plus qu'une question de temps. En somme, il semblerait qu'un tour de passe-passe ait permis à des croyances superstitieuses et religieuses nourries par la peur de corrompre médecine et science et d'offrir au pouvoir civil un moyen de contrôle de la société à sa base, de l'individu, de son corps. Comme on le verra, ce contrôle allait bientôt s'étendre à son esprit. Merci.